Ne me libère pas, je m'en charge. Un podcast Voix nomade. Pour ce nouvel épisode, je retrouve Marianne dans son joli chalet près d'Oxford, qu'elle aime qualifier de refuge, à 1h30 de Montréal. J'ai eu la chance de faire la rencontre d'une femme à la fois calme, bienveillante et déterminée à lutter pour plus de justice sociale. Avec Marianne, nous avons parlé de son engagement à la direction de l'AFES, Association féministe d'éducation et d'action sociale, de l'inspiration qu'a représenté les femmes de sa famille, de la communauté dans le féminisme. Et enfin, nous avons également interrogé la notion de pureté militante. Je vous laisse donc avec notre discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Comment toi t'aimerais te présenter? Moi, c'est Marianne. J'ai 30 ans. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez engagé, déterminé. J'ai beaucoup à cœur la justice sociale, l'égalité, la collaboration, tout ça. Donc, j'accorde beaucoup d'importance aux personnes. Donc, pour moi, par exemple, la famille, les amis, mon amoureux, comme c'est une partie très importante de ma vie. Mais est-ce que tu peux me parler dans quel environnement tu as grandi? J'ai une sœur jumelle et un grand frère de 2 ans plus que moi, donc on est assez proches. Puis mes 2 parents sont encore ensemble, donc on a grandi dans un petit cocon familial assez uni. On a fait beaucoup de routes, beaucoup de road trips. Donc, nos parents ils nous amenaient un peu partout avec eux là, dans leurs aventures. C'était du genre qu'on allait jouer sous la pluie à tous les jours, quand on allait dehors à tous les jours, puis qu'on allait découvrir les magies de ce qu'il y avait dans le sous-bois. Là. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un sens un peu de la magie, puis de l'aventure, puis de la découverte. Ça, donc, ça a toujours été pour moi, la nature, c'était toujours comme un petit refuge là, de calme, de tranquillité. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que aujourd'hui on se retrouve justement vers Oxford Oui. et que tu as décidé de vivre plutôt dans un petit cocon, dans ton petit chalet? Est-ce que tu penses que c'est relié au fait que aux vacances que tu as passées et à l'image un peu refuge en fait de... Ouais, ben c'est ça, avec mon copain, je pense que les deux, on ressentait toujours le besoin. Tu sais, les deux, on habite en ville, on habitait en ville, mais on ressentait toujours le besoin à une fréquence assez régulière de sortir de la ville puis d'aller en campagne, d'aller dans la nature, se ressourcer. Fait que je pense avec la pandémie, c'est ça, on s'est dit un peu comme, bon, mais pourquoi on fait pas l'inverse, tu sais, on va vivre en forêt, puis on se ressource d'une autre façon en ville, de façon assez régulière aussi. Là. Je sais qu'aujourd'hui, comme tu le disais, en fait, tu es une personne qui est assez engagée pour le droit des femmes et des minorités, etc. Comment, dans ton parcours, en fait, tu as été amenée à t'engager pour justement dans l'association dans laquelle tu travailles aujourd'hui, qui est la FEAS J'ai toujours un peu gardé cette idée-là de m'indigner un peu contre les injustices, puis de vouloir contribuer à ma façon.
Donc, tu sais, au secondaire, j'étais impliquée dans le Club 2 tiers, qui était comme la branche jeunesse là, d'Oxfam Québec, puis dans Amnesty International. Puis donc, je m'impliquais beaucoup dans ces groupes-là. Puis au cégep, en tout cas, bon, je vais pas te raconter toute ma scolarité, mais donc je me suis dirigée en études internationales avec une concentration en développement international au bac. Puis j'ai fait une maîtrise aussi en gestion du développement international et de l'action humanitaire. Puis j'ai travaillé un peu dans ce domaine-là. Puis j'ai toujours eu un intérêt particulier pour l'égalité de genre, les droits des femmes. Parce que ça me semblait... d'abord parce que je suis une femme, mais aussi, tu sais, c'est comme 50% de la population qui vit des injustices à différents degrés, tu sais, dans différents contextes, mais de comment on pourrait vraiment changer le monde si on avait cette égalité-là. Puis aussi, juste tu sais, j'ai grandi entourée de femmes vraiment fortes, puis tu sais, admirables, inspirantes, puis je me dis comment ça que ces femmes-là arrivent pas à se faire écouter, arrivent pas à tu sais, elles pourraient avoir tellement des grandes contributions, puis souvent, il faut se battre pour que nos contributions soient entendues, soient, tu sais, pris en compte. Puis, c'est ça, je me suis rendu compte aussi un peu en travaillant. Mon premier emploi en sortant de l'université, c'était en développement international. Je me suis rendu compte qu'il y avait un peu une dissonance là, entre mes valeurs, puis c'est ça. Ben, ça rappelle un peu ne me libère pas, je m'en charge, en tout cas, mais dans ce qu'on appelle le développement international, juste le terme est peut-être un peu problématique, là, mais je pense que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup de travail à faire pour que ça soit une dynamique beaucoup plus de collaboration, d'apprentissage d'un côté comme de l'autre, et non juste qu'on arrive en sauveur là, pour essayer d'imposer nos façons de faire. Donc, je suis tombée sur une annonce là, de poste pour la FEAS, pour un poste de responsable de mobilisation. La FEAS, du coup, est-ce que tu peux juste rappeler les signes? Oui, donc c'est l'Association féministe d'éducation et d'action sociale. Puis c'est une association qui existe depuis les années 60. On a plus de 5000 membres à travers le Québec. Et on travaille dans le fond, on fait du plaidoyer politique, de l'éducation populaire, puis de la mobilisation, là, de la sensibilisation sur différents enjeux en lien avec l'égalité de genre et les femmes. Donc, tu es à présent directrice générale de l'association, donc de la FEAS. Est-ce que tu pourrais me dire depuis quand elle existe et quelle a été son évolution? Parce que je sais qu'en off, tu m'avais un peu parlé du fait que ça fait longtemps que c'est une asso qui a eu beaucoup de membres au début, etc. Et genre, ça m'intéresserait un peu de savoir depuis sa création, en fait, quelles ont été les évolutions. Oui. Parfait. Donc, en fait, la FEAS existe depuis 1966. Et dans le fond, elle est née d'une fusion entre deux groupes qui existaient avant. Puis, donc, à son heure de gloire, la FEAS avait environ 35 000 membres, si je ne m'abuse. Et dans le fond, c'est des groupes locaux là, un peu partout au Québec qui sont ensuite appuyés par des instances régionales et ensuite au niveau provincial, là, il y a le siège social. Ce que j'ai appris après avoir obtenu mon poste à la mobilisation à la FEAS il y a plus de 4 ans, moi je connaissais pas la FEAS avant ça. Puis mon père, quand je lui ai dit que j'avais été engagée à la FEAS, il m'a dit « Ah, ta grand-mère paternelle était présidente de l'Estrie pour la FEAS. » Donc,
Puis, donc, ensuite, mes tantes m'ont parlé un peu de ça parce que je connaissais pas vraiment un peu l'histoire, dans le fond, de comment ce groupe-là était à l'époque. Puis, ce qui m'expliquait, par exemple, s'il y avait une famille dans le village qui avait sa maison qui brûlait, par exemple, mais là, toutes les femmes se regroupaient ensemble pour soit récolter un peu d'argent pour les aider ou, par exemple, faire des vêtements pour la famille ou ramasser un... Fait que c'était un peu... c'était les femmes de la communauté qui se mettaient ensemble pour aider concrètement leur communauté. Bon, ça c'est anecdotique, là, c'est ce que ma tante m'a raconté. Mais il y a aussi toujours eu des actions en termes de revendications politiques. Puis la FEAS a toujours pris une posture dans le fond, de travailler avec le gouvernement pour leur proposer des solutions. Donc, pour leur proposer des manières concrètes, par exemple des lois ou des mesures fiscales ou des choses comme ça pour permettre d'améliorer les conditions de vie des femmes, puis l'égalité. Donc, entre autres, la FEAS a contribué à la reconnaissance dans le fond, la contribution des femmes à l'entreprise familiale ou l'entreprise du conjoint, parce que à l'époque, elles n'étaient pas du tout protégées, puis elles étaient pas, leur travail n'était pas reconnu. Donc, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Donc, on travaille encore beaucoup sur le dossier de la reconnaissance du travail invisible. Au niveau de nos dossiers prioritaires, ben là, c'est sûr qu'il y a, comme je disais, donc la valorisation du travail invisible. Il y a aussi les violences contre les femmes et les filles, les conséquences là, de la détérioration de l'environnement sur les femmes. Puis aussi, on essaie de travailler de plus en plus avec, dans le fond, en collaboration puis en concertation avec d'autres groupes, d'autres organisations féministes, comme là notamment avec Femmes autochtones du Québec, on vient de faire adopter des positions à notre dernier congrès en lien avec le projet de loi 32 sur la sécurisation culturelle dans les services de santé. Donc on essaie de s'ouvrir un peu plus puis de se positionner en allié à des groupes de femmes qui sont à la croisée des oppressions. Donc, notre congrès, là, cette année, c'était sur le thème de l'équité, diversité, inclusion. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire là, avec nos membres de se questionner, d'apprendre aussi un peu là-dessus. Nous, on travaille beaucoup avec le modèle de l'éducation populaire. Donc, on est en train de faire ces démarches-là pour apprendre puis tisser des liens là, de collaboration. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur le projet que vous aviez avec Femmes autochtones plus spécifiquement? Ouais, ben c'est pas vraiment un projet qu'on a avec elles. En fait, c'est vraiment un désir de collaboration. Dans l'actualité, on voit de plus en plus, on entend de plus en plus parler de toutes les injustices puis les droits bafoués là, des peuples autochtones au Québec puis au Canada. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui était important de pouvoir soutenir, c'est ça exactement. Puis, dans le fond, ça a commencé l'année dernière, c'est sûr, avec le décès tragique de Joyce Echaquan. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cette affaire pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, donc c'est une femme atikamekw, donc autochtone, mère de famille, qui a été hospitalisée à Joliette. Elle a réussi à enregistrer ce qui s'est passé avant son décès. Puis, les infirmières qui se sont occupées d'elle étaient racistes, ont tenu des propos racistes et très dénigrants à son égard, puis l'ont traitée comme si elle était... ont pris pour acquis, en fait, qu'elle était intoxiquée.
à cause de préjugés racistes là, qu'elles avaient. Puis elles lui ont parlé vraiment de manière, c'est ça, dégradante, puis elles l'ont traité de manière vraiment inacceptable. Puis donc, elles ont fait preuve de négligence, elles lui ont pas fourni les soins adéquats, puis elle est décédée. Je raconte ça un peu de mémoire, là. J'espère que j'ai pas... je donne la bonne information, là. Ça se peut qu'il y ait certains détails qui m'échappent, mais dans tous les cas, c'est ça, elle est décédée à cause de ce mauvais traitement puis ce racisme-là, systémique, parce que, c'est ça, parce que dans le fond, c'est pas... Tu sais, tout le monde a été vraiment choqué par cet événement-là, mais on peut deviner que, bon, cette fois-là, ça a été filmé, mais on peut s'imaginer qu'il y a plein d'autres situations vraiment inacceptables qui ont eu lieu, dont on n'entend pas parler, t'sais. C'est sûr que ça a permis quand même une prise de conscience. Aussi, il y a plusieurs autres choses là, qui sont sorties. Notamment, il a été révélé qu'il y a encore des stérilisations forcées qui sont effectuées sans le consentement ou même sans la connaissance, sans que les femmes soient mises au courant. En fait, puis ça cible principalement les femmes autochtones. Puis je pense que le dernier cas qui a été répertorié, c'était comme en 2019 ou quelque chose comme ça. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de racisme systémique, donc le gouvernement québécois refuse toujours de reconnaître. Donc voilà pourquoi à la FEAS, on voulait agir comme alliés, dans le fond, pour aider à faire respecter les droits des femmes autochtones, puis dénoncer les traitements là, inacceptables qui leur est réservé dans plusieurs circonstances. Je crois que c'était dans le cadre du 8 mars dernier, donc la Journée internationale des droits des femmes, qu'on a, dans le fond, rédigé un communiqué. Ben, je pense que c'était une lettre ouverte qu'on a rédigée avec Femmes autochtones du Québec, ça, pour mettre en lumière, dénoncer le fait que les droits des femmes autochtones étaient encore trop souvent bafoués, et notamment toute la question de la violence contre les femmes autochtones. Malheureusement, la lettre ouverte n'avait pas été publiée par les journaux, mais on l'a quand même publiée sur notre site internet, nos réseaux sociaux. Et par la suite, c'est ça... cet été, il y a eu un projet de loi qui a été déposé, projet de loi 32, pour la sécurisation culturelle dans les services de santé. Et puis ça, l'idée, c'était, dans le fond, de mettre en place des mesures pour mieux adapter les soins de santé ou les services offerts aux personnes autochtones, dans le fond, à leurs besoins, à leur culture, mais le problème, c'est que ça a été fait sans vraiment les consulter, sans vraiment... Ben, tu sais, il y a eu certaines consultations, mais vraiment pas suffisantes. Les consultations ont été faites, si je comprends bien, après les prises de décision. Après la rédaction du projet de loi. Il cite le principe de Joyce dans le projet de loi, mais il refuse d'adopter le principe de Joyce, qui est en fait qui demande notamment de reconnaître le racisme systémique. Donc, il y a comme beaucoup d'incohérences. Puis, c'est ça, dans le fond, ça répond pas bien aux besoins des peuples autochtones. Puis, il y a beaucoup d'organismes, justement, puis de représentantes autochtones qui sont positionnés contre ce projet de loi-là. Donc, nous, on a communiqué avec Femmes autochtones du Québec pour leur demander comment on pouvait les appuyer là-dedans. Dans le fond, mettre le poids de nos 5000 membres là, pour appuyer leur position là-dedans. Donc, on a fait adopter des propositions au Congrès par nos membres et
On a par la suite rédigé un communiqué, dans le fond, avec, c'est ça, des revendications, notamment l'adoption du principe de Joyce, la consultation et de laisser, en fait, les peuples autochtones décider d'eux-mêmes de comment gérer de nommer leurs besoins, puis l'autodétermination, dans le fond, des personnes autochtones quand vient le temps de déterminer les traitements et les services dont ils ont besoin. Après, tu me parlais justement aussi de le deuxième axe aussi qui est prioritaire avec la FES. Et tu m'as un petit peu évoqué justement le travail invisible. Ouais. C'est quoi finalement en fait les ressources proposées par la FES pour sensibiliser la population à ce sujet? On a tout plein de belles ressources. Dans le fond, le dernier outil qu'on a créé, c'est une petite vidéo de sensibilisation. Je pense que ça fait à peu près 1 minute et demie, qui est vraiment beau. C'est l'artiste Geneviève Darling qui l'a illustré. Puis on a fait ça avec l'aide de l'agence Uppercut. C'est une vidéo qui présente de façon très brève les différents axes, si je peux dire, du travail invisible. Donc, on parle entre autres du soin à la famille, les tâches domestiques, le travail non rémunéré sur l'entreprise du conjoint ou l'entreprise familiale. Aussi les stages obligatoires pour obtenir un diplôme, mais qui ne sont pas rémunérés. Bénévolat aussi, ça, c'est... En tout cas, donc, il y a plusieurs... Le travail invisible, c'est comme une grosse bibite qui englobe tout plein de types de travail, puis qui est souvent pas reconnu à sa juste valeur, puis qui est vraiment trop souvent porté par les femmes. Puis c'est comme pris pour acquis que les femmes vont s'en occuper, puis c'est comme ça compte pas vraiment dans leur journée de travail. Donc souvent, les femmes en ont plus dans leur assiette, puis souvent elles doivent réduire le temps qu'elles accordent à leur travail ou à leur bien-être mental, physique, leur épanouissement professionnel, social, leurs implications. Donc, ça a vraiment des répercussions sur tous les aspects de la vie. Donc, les ressources, on a cette super vidéo-là qui est vraiment... je vous invite à aller la regarder puis la partager. On pourra mettre le lien, justement, si ça te va, dans la description. Fait que c'est travailinvisible.ca. C'est assez simple. Puis, donc, il y a la vidéo, il y a plein de... Il y a il y a comme une trousse à outils aussi que c'est 5 thèmes du travail invisible. Puis, pour chaque thème, il y a comme une fiche informative. Il y a une petite vidéo qu'on a fait avec comme des témoignages de différentes personnes, puis différents... comme souvent, c'est un organisme qui œuvre spécifiquement avec cette population-là ou dans ces enjeux-là. Puis, il y a aussi comme une fiche d'animation. Donc, qui permet aux organismes ou s'il y a des groupes scolaires ou vraiment toutes sortes de groupes d'animer une activité autour de ce thème-là. Puis il y a plusieurs autres... on a fait plein de conférences, des panels, des webinaires, donc il y a beaucoup des enregistrements de ces événements-là. Puis des articles, puis plein de ressources sur notre site là, qu'on invite tout le monde à aller explorer et partager. Et est-ce que, justement, vous travaillez aussi également sur la place des femmes dans l'agriculture ou pas du tout? Parce que j'ai lu un livre, justement, il n'y a pas très longtemps, aux éditions Revue Ménage, il me semble, sur justement la place des femmes dans l'agriculture. Et je ne sais pas si ça fait partie aussi du travail de la FES, mais... On a travaillé... c'est sûr ça fait partie de la grande réalité du travail invisible. Puis d'ailleurs, on a
une de nos trousses, dans le fond, quand je parlais des 5 thèmes, là, il y a un des thèmes qui est sur les femmes agricultrices. Et donc, on a travaillé en collaboration avec les agricultrices du Québec pour faire tous ces outils-là. On collabore avec les agricultrices du Québec, mais c'est pas... on travaille pas... On n'a pas comme une expertise ou... Ok. Donc, il y a le dernier axe aussi que j'aurais voulu aborder du point de vue de ton travail, en fait, et donc de la FEAS. C'est l'opération qui a été mise en place contre les violences faites aux femmes. Tu m'avais parlé de cette opération qui s'appelle Tendre la main, si je me trompe pas. Oui. C'est juste, moi je sais que, enfin je m'étais un petit peu renseignée avant de venir te voir justement, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi. Et j'avais trouvé en fait les chiffres alarmants en fait des violences faites aux femmes au Québec. Et notamment que en 2015, on montre, enfin que le ministère de la Sécurité publique montre qu'il y a 19 400 personnes qui ont été victimes de crimes en contexte conjugal et que les femmes, bien sûr, sont les premières victimes à quasiment 80%. Et qu'en termes d'homicide, d'enlèvement et de séquestration, ça monte quasiment à 100%. Et les agressions sexuelles à 97%, commis par un conjoint ou un ex-conjoint. Donc je sais que toi aussi c'est un sujet qui tient à cœur et j'aurais voulu savoir en fait qu'est-ce que c'est que cette opération Tendre la main et comment vous avez envie de lutter pour cet enjeu-là. Oui. Donc, l'opération Tendre la main, c'est la version de la FEAS des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, donc qui est une campagne annuelle qui est, disons, mise en œuvre par un peu tous les groupes de femmes au Québec. Puis je pense au Canada, puis peut-être ailleurs dans le monde aussi. Je sais qu'il y a une version de ça un peu assez globalement. Dans le fond, à la FEAS, c'est... tout, de façon globale, c'est pour mettre en lumière un peu l'ampleur de ce problème-là, de sensibiliser la population et les élus à cet enjeu-là, puis aussi de partager des ressources pour aider non seulement les personnes qui vivent la violence, mais aussi pour peut-être prévenir cette violence-là. Puis à la FEAS, dans le fond, il y a plein de différentes actions qui sont faites dans le cadre de l'opération Tendre la main par les différents groupes locaux et régionaux de la FEAS. Un de nos symboles là, à la FEAS, c'est le ruban blanc en forme de V inversé qui symbolise non à la violence. Donc ça, c'est vraiment une initiative de la FEAS. Et à chaque année, donc, on distribue ces rubans blancs-là, notamment aux élus. Donc, le secrétariat à la condition féminine a cette année commandé 2000 rubans blancs. L'année passée, il y avait aussi la Sûreté du Québec qui en avait commandé. Donc, c'est un peu... c'est ça. C'est un symbole que les gens portent pour se positionner contre les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. C'est sûr qu'il y a aussi... on sait que les personnes issues des minorités sexuelles et de genre sont aussi très touchées par les violences. Donc, je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire aussi à ce niveau-là. Puis, comme je le disais, là, les femmes autochtones, puis donc souvent les personnes à la croisée des oppressions sont surreprésentées, en fait, parmi les victimes là, de violences. Donc, c'est ça. À la FEAS, il y a... dans les dernières années, au niveau provincial, on a présenté des documentaires, entre autres, qui étaient ouverts au public. L'année dernière, c'était « Je vous salue, salope ». Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est dans le fond... Ça me dit rien. Ouais, c'est sur la cyberviolence, la cyberintimidation contre les femmes. Puis c'est un bon documentaire. Ça montre un peu à quel point, tu sais, la violence contre les femmes, c'est pas juste la violence physique. Il y a toutes sortes de manifestations de la violence. Puis c'est ça aussi le but de l'opération Tendre la main,
c'est d'amener, de sensibiliser les gens à tous les différents types de violences qu'il peut y avoir, aussi de défaire certains tabous, certains stéréotypes ou préjugés qu'on a. Tu sais, souvent on entend, ah, ben, elle avait juste à le quitter, elle avait juste à... Tu sais, comme beaucoup de c'est ça, beaucoup de travail, de sensibilisation à faire pour d'abord que les gens comprennent mieux ces enjeux-là, puis en comprenant mieux, je pense qu'il y a aussi moyen de prévenir un peu ou d'identifier plus en amont des signes avant-coureurs de cette violence-là. Puis aussi de se mobiliser pour demander des mesures au niveau des gouvernements ou des institutions pour mettre fin à cette problématique-là importante. Et comment tu fais, toi, d'un point de vue plus personnel? Parce que je sais que c'est parfois difficile de militer, déjà, parce que, en fait, c'est difficile de cadrer un petit peu entre le perso et la vie pro, d'autant plus quand ton travail rejoint la sphère militante. Comment tu fais pour, des fois, te préserver un petit peu de tout ça et arriver à, justement, ne pas en arriver au burn-out militant? Ouais, bonne question. Ben, je pense que ça dépend des périodes. Tu sais, je pense qu'il y a des périodes dans lesquelles on a plus cette énergie-là, puis ce feu-là, puis, tu sais... puis des fois, ben, effectivement, il faut se préserver, puis faut comme... Puis c'est ça, c'est mon cousin qui me disait, quand je lui expliquais mon travail, il disait, dans le fond, t'es une féministe professionnelle. Un peu. Puis on dirait que c'est ça, je pense que des fois, la ligne est difficile à tracer entre comme, OK, ça, c'est ma job, puis là, tu sais... Puis c'est ça, c'est tellement... Tu sais, la mission de l'affaire, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis c'est sûr que, tu sais, quand le soir ou le week-end, quand je lis les nouvelles, je lis les articles, ben là, OK, là, il y a un article qu'il faut, fait que là, je vais le partager sur la page Facebook, puis je vais... Tu sais, mais je pense au niveau du militantisme, je pense aussi, tu sais, mes choix de mode de vie, comme là, le fait que là, j'habite comme en campagne, puis là, on est vraiment, tu sais, dans la forêt, puis comme... je pense que c'est ça. Du bois. Fait que ça m'aide aussi à me retirer un peu, puis à faire cette distinction-là entre, OK, ça, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais, tu sais, c'est mon travail, puis tu sais, je pense que pour moi, le féminisme, c'est aussi une façon de... Ce que j'aime beaucoup, c'est comme la sororité, puis la communauté, puis discuter avec des femmes inspirantes, intelligentes. Je pense que c'est de trouver cette autre façon-là d'être ou de pratiquer mon féminisme, si je peux dire, sans... d'une manière où je suis pas tout le temps en train de lutter, mais des fois, je suis plus en train de partager des idées, réfléchir, collaborer ou me retrouver avec des femmes puis des personnes qui nourrissent un peu cet intérêt-là. Sentir qu'on fait du chemin, même si c'est juste dans nos têtes, de manière constructive puis qui fait du bien et non juste de tout le temps lutter ou tout le temps avoir l'impression de voir qu'il y a une montagne là, à escalader puis qu'on n'arrivera jamais au bout. Fait que je pense que c'est ça, c'est de se ressourcer avec des gens avec qui on peut, tu sais, qu'on prend soin les uns des autres, les unes des autres. Parce que c'est sûr que c'est ça, on peut pas tout le temps être en train de se battre, là, parce que sinon... C'est sûr. De prendre des moments pour être dans le prendre soin, puis voilà. Puis je pense aussi de cultiver d'autres intérêts. C'est que ça reste une grosse partie de ta vie, mais c'est pas non plus ce qui fait qui tu es finalement. C'est une partie de qui tu es, mais c'est pas... Ouais. Mais c'est ça, puis comme l'année passée, je me suis mis... Ben avant, je faisais de la poterie, puis là, je me suis mis à la sculpture. Puis ça, j'étais comme vraiment impressionnée de comme, wow, ça fait tellement du bien de comme... sortir de ma tête, puis travailler avec mes mains, puis comme, tu sais, de pas être devant un ordi, puis de juste, tu sais, puis c'est tellement, pour moi,
ça m'aidait tellement à comme déconnecter, puis... Donc là, j'avoue que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'arrête pas d'y penser, de me dire, me semble, ça me ferait du bien de me remettre à ça. Fait que c'est ça, je pense de se souvenir qu'il y a pas juste ça dans la vie, puis aussi que c'est pas tout sur nos épaules. Je pense, dans le milieu féministe, mais aussi dans le milieu communautaire, tu sais, avec le manque de ressources, le manque de financement, tout ça, comme... Des fois, on a l'impression que c'est comme, oui, mais comme, si moi je le fais pas, ça va pas se faire, puis là, ouais, tu sais. Mais en même temps, si on prend pas soin de nous, ben il y a rien qui va... Tu sais, on pourra rien faire, puis on pourra pas du tout contribuer. Donc, je pense que c'est une bouchée à la fois, puis c'est d'être bien entouré aussi, là, avec des personnes qui nous font sentir, soutenus, puis voilà, ouais. Et tu me parlais tantôt de ta grand-mère et de tes tantes, que justement ta grand-mère était dans le passé présidente de l'Estrie de l'APS. Est-ce que bah, du coup c'est des personnes qui t'ont inspiré consciemment ou inconsciemment Ben oui, vraiment. Ma grand-mère, elle a eu 10 enfants. Ils avaient une ferme laitière. Elle a toujours été très ouverte, très douce, puis très ouverte autant à la diversité, à la nouveauté. Ça a toujours été comme beaucoup dans l'amour, puis l'ouverture, puis pour le bien des autres. Tu sais, ma grand-mère était beaucoup impliquée dans sa communauté, à la FEAS, aussi au niveau de... En tout cas, elle a toujours... C'est quelqu'un que j'admire beaucoup par... C'était quelqu'un qui faisait le bien autour d'elle, tu sais. Qui se souciait des autres, puis qui travaillait fort pour que les gens autour d'elle soient bien, mais aussi au niveau de son couple, je pense ça a toujours été quelqu'un qui prenait sa place. Puis mon père m'a souvent dit que je lui faisais penser à ma grand-mère, donc je pense que c'était un beau compliment là, de sa part. Donc oui, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Est-ce que tu te rappelles de tes premières prises de conscience féministes? Enfin, je dis tes parce que c'est rarement une, mais... Je sais pas si j'arrive à identifier comme spécifiquement des moments, mais je pense que c'est beaucoup au cégep que je me suis comme plus... Comme j'ai toujours trouvé que ça avait pas d'allure, comme les injustices notamment que les femmes vivaient, continuaient à vivre, mais je pense que c'est ça, c'est beaucoup au cégep, entre autres avec le mouvement étudiant, la grève étudiante, tout ça, que je me suis comme un petit peu plus intéressée ou que j'ai plus été exposée à des activités féministes. À un moment donné, mon ami m'avait amené une activité, je me souviens plus c'était organisé par qui, mais qu'on faisait des vulves en pâte à modeler. puis c'était comme la première fois que j'étais comme dans une activité comme spécifiquement comme féministe. Puis je me sentais un peu comme intrus parce que, tu sais, j'avais pas... Tu sais, j'étais pas nécessairement en mesure d'en parler avec assurance ou de, tu sais, comme j'étais une bébé féministe. Puis, mais j'avais trouvé ça super cool, toute la liberté, en fait, qu'il y avait, puis cette force un peu créatrice-là. Puis, tu sais, dans le jeu un peu aussi, puis tu sais, c'était comme une activité pour prendre soin de soi un peu. Puis c'était une activité non mixte, donc c'était vraiment juste des femmes. Puis j'avais trouvé ça comme intéressant, mais en même temps, j'étais pas sûre d'y avoir ma place. Je pense que ça m'a pris un petit moment pour... sentir que t'avais une certaine légitimité ben ouais, de dire, ben aussi. moi, tu sais, comment moi je me définis en tant que féministe, puis, tu sais, aussi, je suis pleine de contradictions, hein, fait que, comme, tu sais, je sais pas si t'as lu le livre Bad Feminist de Roxane Gay, puis, tu sais, je l'ai lu à un moment, tu sais, ça fait que je pense que j'ai commencé à lire aussi, moi, je lis beaucoup. Fait que ça aussi, ça m'a aidé à comme voir... Comme ce livre-là, spécifiquement, j'ai trouvé cool parce que c'est comme...
c'est correct, mettons, d'aimer le rap, Ouais. puis en même temps, tu sais, de comme, c'est terrible les paroles, mais c'est une bonne chanson, puis comme, tu sais, bon, des fois, je me questionne, là, de comme, tu sais, puis il y a certains, tu sais, certains artistes ou certains, tu sais, Discours. ouais, certains trucs que je suis comme, bon, ça, non, là, comme, Ouais. je veux pas... Mais c'est correct aussi de pas trop se prendre au sérieux tout le temps, puis c'est correct aussi de juste... C'est ça, je pense que faut pas... Faut faire la part des choses de quand, tu sais, non, ça, c'est pas acceptable, puis je veux pas, tu sais, je vais pas, mettons, encourager un artiste qui, clairement, ou, tu sais... En tout cas, c'est ma vision des choses, là. Non, mais Sûrement je que... suis plutôt d'accord avec toi parce que des fois, je trouve ça difficile quand t'es militante un peu. C'est comme si on t'attendait un peu au tournant. Et puis, il y a de plus en plus de féministes, je trouve, qui en parlent. Enfin, je sais pas si on utilise la même expression au Québec, mais c'est de la pureté militante, entre guillemets. OK. Et du fait qu'en fait, ben, on est tous et toutes pleines de contradictions et Ouais. que on a tous nos biais, on est tous positionnés socialement dans la société Mhm. et qu'effectivement, il faut en prendre conscience, mais que ben, malheureusement, en fait, on n'est jamais pur à 100% et que ben, des fois, c'est un poids supplémentaire sur les épaules et est-ce que c'est vraiment ça qui est important ou est-ce que c'est le fait justement de vouloir toujours s'améliorer, apprendre, Ouais. partager, en fait. Et genre, des fois, c'est difficile, en fait, de Ouais. trouver sa légitimité quand sans cesse on te rabâche qu'il faut avoir une parole parfaite alors que... Ouais, puis je pense qu'il faut se donner le droit à l'erreur, tu sais, Ouais. là-dedans, puis dans tout, comme, je pense que si on n'a pas ce droit à l'erreur-là, ben, je pense qu'on passe à côté de tellement de personnes ou d'idées que, comme, tu sais, qui pourraient être super, qui pourraient beaucoup enrichir le mouvement, qui pourraient beaucoup enrichir la cause, mais là, c'est ça, des comme, ah, ben là, t'as pas dit ça de la bonne façon, non, ou comme là, cette fois-là. Puis c'est pas un problème qui est facile à régler, puis là, peut-être je m'écarte un peu, mais tu sais, juste le féminisme, tu sais, il y a pas un féminisme, right? Il y a une multitude de différents féminismes, puis on peut pas être d'accord sur tout, puis je pense que c'est pas facile. C'est pas une question facile là, de OK, on arrête de se chicaner, puis on travaille ensemble, mais je pense que des fois, il faut pas non plus s'enfarger dans les fleurs du tapis. Puis il y a certains... Tu sais, on aurait beaucoup à gagner, je crois, à... Plus c'est de ça. discussion, Ouais, plus de plus de tolérance. bienveillance, Ouais. plus d'ouverture, plus de droit à l'erreur, puis de dire, bon, OK, puis c'est ça. Je pense que dans tout, faut... C'est mieux de faire de notre mieux, puis de faire quelque chose, que d'essayer d'être parfaite, sinon on fait rien. Oui, mais en vrai, je sais plus. Je pourrais retrouver et le mettre en note de l'épisode, mais il me semble qu'il y a un livre qui est sorti récemment aussi sur le fait que, ben, à trop être comme ça devient un féministe très élitiste qui enlève une Ouais. grosse partie du pouvoir à certaines femmes et certaines minorités de genre aussi. Ouais. Et je pense que c'est pas mal aussi de le remettre en question sur un certain point, c'est sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Et ben, on va bientôt arriver à la fin de l'enregistrement, mais j'aime bien finir par deux petites questions. Donc, si on devait résumer pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être une femme selon ton prisme à notre époque ou être identifiée comme telle? Grande question. Être une femme, je pense que c'est d'être confrontée à plusieurs obstacles qui peuvent vraiment varier d'une femme à l'autre. Mais je pense que c'est d'être résiliente, puis d'être forte. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et pour finir, bah, ça m'amène à ma dernière question. Ne me libère pas, je m'en charge. Ça évoque quoi pour toi? Je pense que ça me rappelle beaucoup l'importance de... Ben, de pas arriver en sauveur ou en sauveuse. Tu sais, je pense que les gens puis les groupes, les personnes ont leur propre voix, ont leur propre... Tu sais, sont les experts et expertes de leur propre vécu. Puis ils savent de quoi ils et elles ont besoin. Puis donc, je pense qu'au lieu d'essayer de sauver les gens, il faut qu'on vienne, tu sais, qu'on leur tende la main, qu'on soit des bons alliés, qu'on les écoute, puis qu'on leur demande comment je peux t'aider, plutôt qu'essayer de les sauver à leur place. Là.
Merci beaucoup. Et je suis contente que tu conclues là-dessus parce que c'est vraiment la vision que j'essaie de faire passer avec ce podcast. Donc, merci pour ta participation. Merci de m'avoir invitée. J'espère que cet épisode vous aura parlé autant qu'à moi. Je vous invite à retrouver tous les portraits réalisés sur le site web nemelibère-pas-je-m'en-charge.com et sur la page Instagram du même nom. N'hésitez pas à évaluer l'épisode, à le partager et à m'écrire. Votre soutien et vos recommandations sont très importantes pour moi. En attendant de rejoindre ma prochaine invitée, je vous dis à très vite.